Vous avez choisi Marc Le Bazar, vous avez choisi les programmes de la DRTV, vous avez fait un bon choix, merci parce que nous vous enfermons au-delà du factuel. Actualité oblige. Interdiction d'accès aux États-Unis par 12 pays, dont 7 en Afrique, parmi lesquels le Congo, la République du Congo. Voilà un sujet qui fait tabac, un sujet qui est au centre de la réflexion mondiale aujourd'hui, il faut le dire. Les grands débats au niveau des plateaux à l'international, nous continuons à nous informer là-dessus. La question majeure, c'est celle de savoir pourquoi et quelles sont les connaissances, les conséquences qui peuvent en découler. Nous avons suivi dernièrement la communication gouvernementale à ce sujet et les Congolais continuent à creuser. Alors, nous allons faire ce plateau avec des éminents intellectuels bien connus de la place, sur la place de Brazzaville, avec eux nous allons tenter de creuser le problème par expérience de notre société et par toutes les informations qui nous tombent dessus. J'ai ici donc M. François Ondaï Akira. Il faut le dire comme ça, il est écrivain, il est ancien député. C'est pour, je crois, la deuxième fois ou la troisième fois qu'il revient à ce plateau. Bonjour, M. Ondaï. Bonjour. Je pense que vous êtes dans votre matière. Hein? Bon, disons que on va le faire puisque, comme journaliste, je sais que je peux quand même me produire. Merci beaucoup. Alors, Jules César Kenakale, que vous revendiquez tant, j'aime le dire et ça me fait souvent rire parce que les gens sont habitués avec son style. Il est politique et opérateur économique. Bonjour. Bonjour, très cher Romik. Alors, comme ça, d'une manière brutale, M. Akira, et ça ne nous arrive pas souvent, et surtout pas avec les États-Unis, surtout. Un petit pays que nous sommes. Un matin, on se réveille, c'est la sentence qui tombe contre ces 12 pays. Interdiction. Donc les sujets congolais et des autres pays sont déclarés persona non grata. Ils ne peuvent plus fouler la terre américaine. Comment avez-vous accueilli d'abord cette information? Quel était le sentiment? Bien, je l'ai accueilli comme tout l'ensemble de mes compatriotes, avec étonnement, comme vous le dites si bien que le géant américain face au petit poussé congolais, et on va se dire qu'est-ce qui se passe? C'est comme vous dites qu'il y a le ministre de la communication gouvernementale qui s'est produit là-dessus. Et franchement, moi j'ai fait part. C'est-à-dire que je pense que son étonnement également, on a été comme pris au saut du lit quand il dit qu'il y a un malentendu. Parce que bon, on se dit, mais attendez, nous, on ne peut pas nous classer parmi les gens qui font peur aux États-Unis. Et surtout lorsqu'on évoque ces questions dites du terrorisme, ça fait quand même peur. Et hier encore, je suivais sur France 24, voilà. Eux aussi s'est interrogé. Qu'est-ce que c'est avec le Congo? C'est quoi cette histoire-là? Donc, effectivement, l'interrogation est légitime. Merci beaucoup. Alors, mon cher Kenakale, comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Bon, avec une très très grande déception. Parce que le Congolais de nature n'est pas belliqueux, nous sommes un peuple assez pacifique. Donc depuis lors, à l'international, on n'a jamais eu, la communauté internationale, et notamment particulièrement présentement les États-Unis, n'ont jamais eu affaire aux citoyens congolais qui posaient problème. Et donc, nous sommes assez surpris et inquiets. Ouais. Parce que avoir le département d'État américain à travers un décret de son président, et pas les moindres, Donald Trump, bon, épingler notre nation, que nous sommes classés parmi des pays moins sérieux ou bien les pays qui posent inquiétude à la sérénité, à la sécurité des États-Unis, vraiment, ça nous fait peur. D'où est parti ce problème? Point d'interrogation, c'est ce que nous allons essayer d'échanger, de voir à travers vos questionnements. Effectivement, avant nos questionnements, c'est même la raison de suivre donc Donald Trump et le document produit par la rédaction de cette grande chaîne, la DRTV à propos, question de nous rafraîchir la mémoire. Ce sera même l'objet de notre échange, donc la régie. Dans un geste qui rappelle les mesures controversées de son premier mandat, le président américain Donald Trump a annoncé cette interdiction d'entrer sur le sol américain
pour les ressortissants de 12 pays parmi lesquels figurent le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale, le Tchad, la Libye, l'Afghanistan, l'Haïti. Une décision justifiée selon lui par des impératifs de sécurité nationale après l'attaque terroriste survenue récemment dans le Colorado lors d'une marche de soutien aux otages israéliens de Gaza. L'attaque terroriste récente à Boulder, dans le Colorado, a mis en évidence les dangers extrêmes que représente pour notre pays l'entrée des ressortissants étrangers qui ne sont pas correctement contrôlés, ainsi que ceux qui viennent ici en tant que visiteurs temporaires et qui restent au-delà de la durée de leur visa. Nous ne voulons pas. Au XXe siècle, nous avons assisté à une série d'attaques terroristes perpétrées par des étrangers ayant dépassé la durée de leur visa et venant de lieux dangereux partout dans le monde. Et grâce à la politique de porte ouverte de Biden aujourd'hui, il y a des milliers et des millions de ces clandestins qui ne devraient pas être dans notre pays. And they were a key part of preventing major foreign terror attacks on American soil. Cette annonce de restrictions prévue pour entrer en vigueur dès le 9 juin prochain, les réactions se sont multipliées. Thierry Mungala, porte-parole du gouvernement, s'est exprimé lors de la quinzaine du gouvernement ce 5 juin 2025 en qualifiant cette décision de malentendu car le Congo n'a jamais été associé au terrorisme. Cette décision, pour nous, en attendant que les services compétents au niveau diplomatique nous expliquent le type de démarche qu'ils vont faire vers les autorités américaines, nous pensons qu'il s'agit d'un malentendu, évidemment. Le Congo n'est ni un pays terroriste, n'abrite aucun terroriste, n'est pas connu pour avoir une vocation terroriste, donc nous pensons que c'est un malentendu, et je crois que dans les prochaines heures, les services diplomatiques compétents du gouvernement se mettront en relation avec les autorités américaines, ici l'ambassadeur et probablement avec les autorités américaines aux États-Unis, pour lever ces malentendus. Dans la foulée, 7 autres pays sont également visés par des restrictions de visa, à savoir le Burundi, Cuba, le Laos, le Togo et autres. Cependant, des exceptions sont prévues pour les détenteurs de certains visas, comme ceux des sportifs et pour des personnes dont le voyage aux États-Unis sert l'intérêt national. Voilà qui a du travail fait aux téléspectateurs également. Voilà, Monsieur Ndiaye, vous venez de suivre cette déclaration de Trump, qui est d'ailleurs un décret pris quand c'est nos États, parmi lesquels on cite le Congo-Brazzaville. C'est ça qui nous importe, parce que c'est notre pays, et à côté, vous avez d'autres pays. Alors, vous avez déjà abordé la question. Qu'est-ce que les États-Unis peuvent reprocher au Congo, ou encore, qu'est-ce qui a emmené l'administration de Trump à prendre un tel décret, tel que vous avez suivi? Bien, selon diverses sources, particulièrement les réseaux sociaux, et tout à l'heure je disais France 24 que je suis hier. D'ailleurs là, vous venez d'entendre le président américain. Il nous mettrait dans les pays, parmi les pays pour lesquels les citoyens, une fois aux États-Unis, prolongent indéfiniment leur délai de séjour. Et puis voilà, je crois que c'est l'une des raisons, celle qui est évoquée un peu généralement, et même via les compatriotes qui sont là-bas, que nous avons pu appeler, qui ont donné des éclaircissements, que c'est cette histoire de prolongement de visa. C'est-à-dire qu'ils ne les prolongent pas, mais plutôt, une fois le visa expiré, ils ne rentrent pas immédiatement au pays et finissent par s'endormir un peu, comme disait hier le journaliste de France 24. C'est l'une des raisons avancées, ce qu'il faut avancer, que nos compatriotes qui sont là-bas, qu'on a pu appeler, ont avancé. Même certains qui sont même en France, qui sont au courant également, ont pu avancer. La même raison. Donc, d'ailleurs, que vous avez suivi l'élément, lui, il règle ses comptes sur d'un point de vue politique intérieur, en accusant son prédécesseur Biden de tout le maux de la terre. Donc, entre autres, ça fait partie de la politique du théâtre de ce président américain
depuis le 20 janvier qu'il est là, on assiste à une diplomatie qu'on qualifie actuellement de diplomatie du théâtre. Voilà, il est versatile, inconstant, il fait tout à sa tête. Donc, je pense que, comme disait mon voisin tout à l'heure, nous ne sommes pas du tout un pays qui héberge, qui avions des ascendances terroristes. Les Bantous et tous les Européens qui sont venus dans ce pays ont toujours qualifié les Bantous congolais comme étant des gens pacifiques. Donc, je crois qu'il y a erreur quelque part, il y a des choses qu'il ne faut pas prendre à la lettre, mais tout juste comme qui dirait, en diplomatie, les diplomates vont voir comment régler ça. Est-ce à dire que Trump a perdu la tête? Bien, attendez, on ne peut pas s'abaisser jusqu'à ce niveau. Mais oui, mais le Congo est un pays, mais c'est le mal que nous subissons. Non, on ne peut pas s'abaisser jusqu'à ce niveau. C'est une autre diplomatie. C'est même l'une des plus fortes, l'une des plus puissantes, parce qu'ils ont la capacité de contrôler le monde. Venir citer le Congo, c'est là tout le problème. Voilà. Il faut savoir que le président Trump fait partie, c'est l'extrême droite américaine. Depuis 1945, les Américains n'ont pas encore eu un président comme celui-là. Vous voyez comment il a mis le monde sens dessous, y compris les alliés européens. Hein? Et y compris les alliés européens, la diplomatie qui jusque-là a marché depuis l'époque de la guerre froide jusqu'à présent, c'est fini, elle est mise hors jeu. Hors jeu, bien. Sur le plan extérieur, sa diplomatie est extrêmement dure, sévère. Et puis d'ailleurs, les résultats même, vous voyez, sur le plan intérieur, il a des soucis à se faire, puisque quelque part, il en fait à sa tête. Il ne tient pas compte des lois fédérales. Prenez par exemple cette histoire de douane, des taxes, de la surenchère sur les taxes douanières. Il le fait sans tenir compte du fait que c'est le Congrès américain qui a le droit d'imposer des taxes, des surtaxes, en cas de nécessité nationale. Quelque part, un de ses conseillers lui a dit qu'il faut faire comme ça, comme il avait prévu de gouverner par choc et effort, et bien voilà, nous y sommes. Voilà, il dit America First, comme il le dit. Alors, mon cher ami Kenakali, le problème c'est le même. Le Congo tel que nous le savons d'ailleurs, nous sommes surpris, comme le gouvernement est surpris d'ailleurs, d'être listé parmi ces pays que nous savons menaçants. Lorsqu'on cite l'Afghanistan, c'est pas un pays embrassé comme ça, au regard de son histoire, mais que le Congo soit cité parmi ces pays qui menacent la sécurité des États-Unis tel qu'il vient de le dire. Qu'est-ce qu'on peut nous reprocher? Est-ce à dire que c'est une erreur ou encore c'est Trump qui perd sa tête ou il a d'autres visées? Bon, il faut partir d'abord du fait que le président Trump venait d'être élu. Et quand il battait campagne, il a fait des promesses au peuple américain. Et il doit pouvoir tenir ses promesses. Bon. Donc, au niveau interne, les États-Unis d'Amérique ont toujours eu des soucis sécuritaires, sur le plan sécuritaire. Ils ont toujours eu des problèmes de l'immigration. Absolument. Notamment à travers leur frontière avec le Mexique. Le Mexique, je pense, il y a aussi un afflux des immigrés venant aussi trop de l'Amérique latine. Donc, chaque gouvernement, que ce soit la démocrate ou bien le cas de ceux qui travaillent avec Donald Trump, ils ont toujours mis ça dans leur cardan, dans leur viseur, pour pouvoir établir, réguler. Et bien sûr, Trump, c'est quelqu'un qui fait la réelle politique. Lui, c'est quelqu'un qui est pragmatique. Donc, il ne passe pas par 1000 chemins ou chemins diplomatiques, non. Lui doit poser des actes qui apportent des solutions. Sinon, il recadre. Donc, le problème de fond, c'est l'afflux des immigrés, le séjour irrégulier, et quand ces immigrés-là posent problème dans un État ou aux États-Unis, on doit connaître les origines, les sources d'où est-ce qu'ils partent.
et comment ils viennent, les facilités qu'ils ont dans la traçabilité. Et à partir de ce décret-là, avant que la fiche ne soit remontée au président américain, il faut savoir que le FBI était là-dessus. Absolument. Parce que le département d'État, quand il est saisi déjà d'une situation, c'est que le FBI a travaillé en amont. Et donc, ce qui ressort de là, c'est quoi? Parce qu'il y a des citoyens qui ne sont pas congolais d'origine, qui ont d'autres nationalités, notamment nos frères du Proche et du Moyen-Orient, c'est-à-dire nos frères arabes, qui se retrouvent, frères syriens, libanais, etc., qui font beaucoup le business à l'international, mais qui sont aussi souvent indexés dans les problèmes du terrorisme, puisque ces populations-là, ces peuples de ces origines-là, les États-Unis les suivent toujours. Absolument. Et donc, on constate que pour la plupart, ces messieurs utilisent bon nombre de passeports de nationalités qui ne sont pas les leurs, notamment notre nationalité. C'est-à-dire, le cas des Congolais qui sont aujourd'hui pénalisés avec interdiction de rentrer en France, c'est la nationalité, c'est notre nation qui est touchée, mais c'est parce qu'il y a des gens qui se présentent, quelle que soit la peau, là-bas aux États-Unis, en situation irrégulière, soit par l'entrée, soit par le séjour irrégulier, et qui se disent Congolais. Et quand ils suivent, ils font les enquêtes, on les interroge et tout, on finit par savoir qu'ils se sont seulement servis de notre nationalité, ou bien sont passés par le Congo qui devient, bon, comme on disait avant, pays de transit, c'était sur le plan économique, mais aujourd'hui c'est sur le plan de l'immigration. Voilà. L'immigration, géopolitique. voilà. Donc la géopolitique aujourd'hui ne permet pas, avec les questions sécuritaires, que les États-Unis acceptent que ces citoyens-là partent de ces États-là et qu'ils viennent. Voilà pourquoi on nous épingle et on dit que c'est des pays à risque. Parce que nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas ces sujets d'origine étrangère qui ne se sont que servis de notre nationalité, de notre passeport ou visa pour se rendre aux États-Unis. Et quand ils posent les actes là-bas, cela nous est attribué. Vous voyez ce que ça pose comme problème. Et donc là, à l'origine, nous disons aussi que nous n'avons pas de responsabilité dans ces mesures qui sont prises par les États-Unis, parce que nos services d'immigration, finalement, plusieurs fois sur ce plateau-là, nous l'avons décrié. Hein? Le cas où récemment vous avez été dans le département des Plateaux, Angola, où il y a près de 3000 sujets de la RD Congo, nos confrères. Et qu'un monsieur qui te présente facilement notre carte d'identité, il est arrivé quand, et en un temps record, il peut le brandir, mais alors que dans le langage et tout, on sait qu'il n'est pas un gars du coin. Vous voyez, donc ça pose au problème. Est-ce que c'est par naïveté? Est-ce que c'est par ce qu'on peut dire, pour se faire les poches? C'est-à-dire que quand il y a un agent de l'État qui est là, il doit pouvoir faire son service, il ne le fait pas comme il se doit, il ne contrôle pas les gens qui rentrent et qui ressortent et à qui il doit attribuer la carte. Peut-être les cartes se font par procuration, quelqu'un qui vient, on n'a pas vu l'individu physiquement, mais on lui octroie moyennant des sommes d'argent. Vous voyez ce que ça fait comme avoir un visa ou passeport au niveau de, surtout pour nous-mêmes les nationaux. C'est toute une mer à boire. Mais les citoyens étrangers qui ont des buts inavoués, quand ils arrivent, ils savent qu'il suffit de décaisser de l'argent, puisque chez nous, la corruption, la concussion, tout ça, malgré la ribambelle d'institutions, soit, disons, pour combattre, bon, sur le terrain, dans la pratique, le constat est décevant. Vous voyez? Donc ces gens-là savent, même à l'époque, depuis 1998, nous avons constaté cela. Depuis 1998, ça a commencé d'abord par les sujets, nos frères ouest-africains, qui passaient, qui faisaient cela pour se rendre en Afrique du Sud, qui au Canada, aux États-Unis, en Europe, et finalement, nos frères maghrébins, pour ne pas dire libanais, syriens, se sont engouffrés dans la brèche. Vous voyez ce que ça pose comme problème. Donc, le ministère de l'Intérieur, parce que là, il y a un problème déjà diplomatique, avec l'intervention du porte-parole du gouvernement, le ministre Thierry Lézin Mongala, nous avons suivi que
il y a des experts qui vont tabler sur ça pour avoir des méthodes, des mesures à apporter, c'est-à-dire comment aller diplomatiquement vers le gouvernement, mais pour solutionner le problème. Mais entre-temps, notre politique en la matière, quelle est notre politique en la matière, le gouvernement? Ce problème de passeport, de visa que les gens ont mystifié, que les gens ont l'habitude de... C'est-à-dire, c'est un problème qui est récurrent, pour lequel on ne trouve jamais de solution. Vous voyez, les gens s'en plaignent, mais si tu n'es pas parent à X ou à Y, ou sinon tu n'es pas en mission d'État, pour l'avoir, et le visa et le passeport, c'est pas évident. Alors, merci beaucoup, Monsieur Kinakane. Oui. Monsieur Akira, vous êtes citoyen congolais. Portant un regard, vous avez une connaissance diplomatique très élevée. Alors, portant un regard sur le volet consulaire, il a déjà ouvert la brèche. Passeport et visa, voilà ce que reprochent les États-Unis. Les États qui n'ont pas la maîtrise de ce flux, les sorties et les entrées, qui ne peuvent pas donner des bons rapports. Nous avons suivi beaucoup d'analyses sur les médias français, américains, et même Trump lui-même. Le problème, c'est entre des États diplomatiquement en relation, mais qui n'ont pas la maîtrise de ce flux, qui n'ont pas la maîtrise de ce contrôle. Alors, est-ce que la question des passeports se pose avec acuité, au-delà de ce qu'on peut dire, la manière dont nous traitons les passeports ici? Je vais dire clairement, un citoyen étranger arrive, en un jour il fait se faire congolais, contrairement aux Congolais qui souffrent, qui bousillent même leur vie en Europe. Vous savez bien la procédure d'intégration dans une société. Est-ce que c'est ça qui peut faire tâche? Bien. Comme vous venez de le dire, mon voisin a quelque part percé l'abcès en entrant sur le volet consulaire. Ouais. Vous savez, dans notre pays, il y a cette question de usurpation de l'identité nationale par des étrangers est devenue quelque part le talon d'Achille de nos fonctionnaires de l'administration de l'intérieur, de l'administration publique. Non, du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire la sécurité intérieure de l'État congolais. Voilà. C'est devenu, en fait, le talon d'Achille. C'est-à-dire le ventre mou, là où on peut rentrer facilement, et ainsi de suite. Oui. Je dois vous dire que, vous savez, le processus de nationalisation, de faire qu'un étranger devienne national, c'est-à-dire qu'obtienne une nationalité, c'est un processus qui est lent. Il est très lent. Il est lent. J'ai l'expérience moi-même. Oui, il est lent. Il est chiant. Voilà, il est lent. Et puis, je ne sais pas combien d'années ici il faut. Je sais qu'ailleurs, par exemple en Tunisie, au Maroc, il faut 10 ans. Voilà. Il faut 10 ans, et puis encore, parce qu'au niveau du tribunal, qu'on accepte. Voilà. Et puis ça finit par le président de la République qui doit signer un décret d'intégration, de dire que bon, maintenant vous avez la nationalité congolaise. Or, qu'est-ce qui se passe-t-il aujourd'hui? Il se trouve que vous allez aller au marché Poto-Poto, vous trouverez beaucoup de sujets maliens qui sont des Congolais, mais qui ne sont jamais passés par la régularité de l'obtention des cartes nationales. Voilà, donc ce sont des choses qui sont usurpées. Et vous parlez de Ngo. Ouais. Encore que là, c'est les sergents qui sont à la frontière, sur le fleuve, sur le fond. Ouais. Hein? Et vous voyez un peu jusqu'où nous tombons. Bien, maintenant pour parler des passeports. Le passeport, l'obtention du passeport, en fait, est encadrée. Sur le papier, il est sévèrement encadré. Absolument. Et le fait qu'on apprenne par ici, par là, que non, voilà, il y a 17 Syriens qu'on a attrapés en février 2024 à l'aéroport de Madrid, en Espagne. Ils venaient du Maroc avec des passeports congolais. Et une fois arrivés à Madrid, bon, comme ils voulaient maintenant l'asile en Espagne, au lieu de continuer par là où ils voulaient aller, ils ont jeté ces passeports-là.
Hein? Bon, et qu'on apprenne que voilà, en 2023, il y a eu 125 passeports de service vierges qu'on a attrapés à l'aéroport de Dubaï. Vous voyez quand même, ça fait... ça dit qu'on se sent malheureux, on dit, ben, qu'est-ce qui se passe, hein? Comment se fait-il que des fonctionnaires assermentés, ce sont des officiers assermentés, comment ça se passe? Ou bien, parce que comment ça se passe avec des gens assermentés, c'est-à-dire que administrativement, on peut les punir. Parce qu'il y a deux choses. Il y a les autorités qui agissent par rapport, que moi je qualifie en fait des autorités de droit, qui répondent de droit, et il y a ceux qui sont de fait, qui ont une autorité de fait. Les autorités qui ont ceux qui ont une autorité de fait, hein, qui font le trafic d'influence, agissent sur ceux qui ont une autorité de droit. Et je crois qu'il y a quelque chose à ce niveau qui cloche. Hein, c'est-à-dire le fait qu'il y a un parallélisme, il y a ces deux autorités. Absolument. Voilà, parce que comment expliquer cela? Je ne pense pas que ce n'est pas seulement l'esprit de lucre. Parce qu'après tout, ce sont des compatriotes, quelque part aussi se gênent. Hein? On ne peut pas massivement prendre 125 passeports, les remettre à quelqu'un qui va à Dubaï, les donner aux Arabes. Pour quel intérêt? Pour faire quoi? Vous comprenez? Et des passeports congolais, des passeports qui sont authentiques. Hein? Ou bien encore le scandale de Madrid. Ça fait quand même terrible. Hein? Et je me souviens, il y a eu une mésaventure que l'ancien ministre, je crois que c'est Basile Kobé, en 2014 ou 2015 comme ça, c'était ici, avec un journal qui par la suite avait été éjecté de la circulation parce qu'il avait publié un papier dans lequel il disait que les Libanais, des sujets libanais, avaient obtenu des passeports diplomatiques. Et le ministre les avait mis au défi. Et puis voilà, le journal a publié les passeports avec des noms des gens consorts, et c'était vraiment très gênant. Scandaleux. Voilà. Alors, moi, je me pose la question, mais attendez, comment cela se passe? Puisque, en fait, même au ministère des Affaires étrangères, c'est pas facile d'avoir le passeport comme ça. C'est bien encadré. Absolument. C'est bien encadré, et même, je vais vous dire que, quelque part, lui-même, le chef suprême, avait déjà tapé du poing sur la table sur cette question-là. Merci de le savoir. En tout cas, avait tapé du poing sur la table. Et ce qui a fait perdre même aux députés, aux députés, le passeport diplomatique. Voilà. Avait tapé du poing sur la table sur cette question de passeport diplomatique. Et que, attention, parce que, vous savez, les passeports diplomatiques ont aussi de particuliers qui sont cotés. Voilà. Ils sont cotés, c'est-à-dire qu'il y a des passeports qui sont puissants, qui vous permettent de l'accès à toutes les frontières. Voilà. Et prenez seulement Internet, vous tapez quels sont les passeports les plus puissants au monde. On va vous montrer que voilà, premier tel. Ça dit qu'ils ont une quantité de pays où ils peuvent aller facilement. Et il y a des passeports qui n'ont pas d'autorité, c'est-à-dire en termes de puissance, il y a 3 ou 4 pays, ainsi de suite. Et même avec les Français, nous avons de temps en temps des soucis, parce qu'ils disent non, attendez, si vous continuez comme ça, nous allons fermer. Donc c'est pour vous dire pourquoi. Parce qu'entre-temps, avant que le président ne tape du poing sur la table, ce que j'avais entendu dire, il y a même des épouses, des copines, les épouses. Oui, les épouses encore, quelque part, on est des Congolais. Ça peut passer. Ah oui, les épouses... les copines. Oui, mais c'est comme maintenant, c'est des copines. La famille élargie. Une lignée de gens, comme disait l'ami, une ribambelle. Hein, des gens qui n'ont pas le droit à ce passeport, ça fait pas bon. Alors, donc, moi je disais, quelque part, qu'est-ce qui se passe exactement? Voilà. Hein? Et puis, attendez, et puis, il faut savoir qu'il n'y a pas seulement une usurpation de l'identité, mais c'est que à la longue, ça pose un problème de ce que nous vivons en Afrique centrale, les conflits communautaires. Hein? Si vous prenez le cas d'un national d'identité, regardez le conflit au Centrafrique. Il est opposé quoi? Il est opposé les Gbaya, les Mbaka, enfin, disons, les autochtones. Ceux qui, depuis la nuit des temps, étaient des autochtones, avec ceux qui étaient arrivés là-bas. Les peuples venus du Sahel, qui se sont incrustés, qui ont dit non, ici c'est chez nous. Et puis, la question du pouvoir s'est passée, il s'est posé, ça a entraîné la guerre. Absolument. Voilà ce qui se passe en Orient du Congo, notre voisin,
du Congo-Kinshasa, à l'est. Oui, à l'est. Mais c'est une question Identitaire. Communautaire, française actuellement, qui est devenue ce qu'elle est, avec au moins 6 millions de morts. Mais vous le dites, oui, vous le dites. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Oui. Aujourd'hui, le président Ouattara, son grand-père était voltaïque, c'est-à-dire burkinabé. Voilà. Bon, et lui, il est né en Côte d'Ivoire. Bon, il y a ce qu'on appelle le droit du sol, mais les autres ne voulaient pas reconnaître cela. Mais c'est comme dans, je ne sais pas, 10-15 ans, ce qui pourra arriver ici, avec ce que nous avons comme sujet étranger. Oui. Or, lorsque vous parlez de ça, les autres vont dire que c'est la xénophobie, qu'on soit. Attendez, moi, personnellement, je trouve ça injurieux. Parce que j'ai vécu 12 ans en Union soviétique, c'est des blancs et consorts. Et j'ai vécu avec beaucoup de frères d'autres pays, africains surtout. Donc dire que voilà, subitement on dit voilà, oh monsieur est xénophobe, non. C'est parce qu'il y a des enjeux. Il y a des enjeux politiques et géopolitiques, géostratégiques qui sont là. Et qu'on ne peut pas laisser continuer parce que bon, aujourd'hui, il y a ceux qui n'ont pas la vision, qui pensent que bon, il faut gagner derrière, gagner. Mais à la fin, nous payerons cher. Nous revenons sur cette race d'hommes. Parce qu'effectivement, nous sommes en train de rechercher, disons les Congolais, c'est tout le monde qui s'interroge. Mais la toile est saturée, les réseaux sociaux sont saturés. C'est pourquoi nous faisons un peu table rase, parce que ce n'est pas des informations vérifiables. Ça peut être vrai, mais nous nous accrochons aux informations officielles. Il vient de le dire. Le gouvernement est dans l'étonnement comme tous les Congolais. Oui. C'est même la raison d'être de notre échange. Et on se dit, mais on ne se reconnaît pas terroriste. Le Congo ne se reconnaît jamais un bastion du terrorisme. Et je ne sais pas même si en Afrique, il y a un pays dont le Congo a inquiété. Je ne vois pas. Depuis. Au contraire, le Congo a milité à la libération de pas mal de pays. Oui. Et nombreux, quand vous êtes au Sahel, vous êtes avec les Ivoiriens par exemple, on vous dira, mais c'est le pays des idiots. Pas au mauvais sens du terme. Hein, parce que trop pacifique, gentil, le Congolais donne tout. Et donc, on dit à quelque chose malheureux. Bon. Lorsque une nation comme ça nous est citée, ça doit faire office de réflexion. Et vous venez là de peindre le tableau intérieur, interne, ce que nous faisons. Et donc, c'est l'occasion aussi, nous de la presse, de faire comprendre à l'opinion. C'est des occasions pour dire, lorsque nous avons mission de moraliser la société, et nous adressons souvent aux institutions qui ont pour mission de lutter contre la fraude, la concussion, ainsi de suite, souvent les gens pensent que nous sommes dérangeants. Mais parce que nous voyons loin, nous voyons loin. Mais cette réalité, il a dit, permettez-moi, on fait l'échange. Moi, je suis en pleine forêt, je suis en train de réaliser un documentaire sur la dévastation des forêts dans les Tirsus-Zongo. Légalement, c'est la note de la préfète qui atteste qu'il y a 3000 sujets RDC. 3000 sujets dans un petit département. On ne dit pas qu'on ne les aime pas. Je suis d'accord avec toi, avec vous. La xénophobie est mal appliquée ici, surtout par ceux-là qui commettent ces actes. Voilà. Et en fait, ils ont desséché toute la forêt. Mais lorsqu'on va vers eux, pour rappeler la loi, est-ce que vous savez, le Congo lutte contre les changements climatiques, ainsi de suite, comment vous pouvez arriver jusqu'à ce point? Ils nous ont dit, Bokolo Banabi sauté, je le dis comme ça. Il sort son acte de naissance, et plutôt il sort son livret, sa carte. Congolais avec un nom de la RDC. Et tu peux m'ajouter un autre document? Non. Et le deuxième sort, troisième, quatrième. Mais nous avons vu sur la place de Paris, il faut le dire, pourquoi le permis congolais n'est plus utilisé en France. À l'époque, le permis de conduire congolais, mais ça se vendait à Château-Rouge. On vendait à Château-Rouge. Donc ici, mais je vous le dis, ça se vendait à Château-Rouge. Oui, à Château-Rouge. Mais nous sommes allés en réunion. Nous sommes allés en réunion avec l'ambassade. Il fallait informer les autres de la diaspora. À Londres, n'en parlons pas. Voilà. Les actes de naissance vendus, ça, il faut le dire. Et il y a un maire, c'était le maire, je crois, de Talanga à l'époque, il y a un super maire qui, aujourd'hui, même ces actes-là, quand ils passent au niveau des administrations, même à la fonction publique, on recuse d'abord. Oui. Parce que ça pose problème. Ça a été trop vendu. Mais pourquoi nous le disons? Mais c'est pour éviter qu'on arrive à ce point. Parce que les gens pensent que cette sanction n'est comme que l'État. Mais Trump dit, ce sont des sujets congolais. Oui. Il n'y a pas que l'État qui a intérêt. Ouais. Mais il y a des Congolais qui ont des enfants là-bas, il y a des jeunes qui vont étudier, il y a des hommes d'affaires, ainsi de suite. C'est là tout le problème. Oui. Et ça nous gêne dès lors que nous ne sommes pas une population furieuse. Je le dis, regardez de l'autre côté en RDC,
combien de sujets RDC sont devenus congolais en un jour? Parce que le Congolais vend l'acte de naissance. On vous met à l'immigration, c'est vous qui volez à Pointe-Noire. Il y a des gens qui sont tombés en tout temps. Donc aujourd'hui, moi je pense que la question doit être mise à table pour mieux réfléchir. Bon, par rapport à cela, nous avons suivi nous-mêmes. Nous sommes en train de suivre les médias. Mais c'est chaud à Los Angeles. Aujourd'hui, nous pensons aux discussions. Mais Trump est rentré en action. Trump est rentré en action. Parce que quand vous suivez les médias, il a sorti l'armée pour déguerpir tout sujet étranger. Ah oui. Vous avez évoqué le fait que nous avons des sujets congolais qui séjournent là-bas, mais qui sont à la fin, depuis au moins 10 ans, de leur visa. Monsieur Kenakale, comment vous expliquez ce phénomène? Pourquoi le Congolais, qu'il soit politique, je connais les politiques qui sont en Occident, qu'il soit diplomate, ambassadeur, il finit sa mission, il reste là-bas, j'en connais. Qu'est-ce qui explique ce phénomène chez nous? On va une fois pour toutes. Bon, c'est ça qui nous salit. Quelque part, je reviens d'abord à ce qu'a dit oui, M. Ndaye tout à l'heure. Il n'a pas voulu percer l'abcès. Quand il parle... Non, parler des réalités, il n'y a pas l'abcès à percer. Oui. Officiers de droit, ceux qui sont censés établir les documents, voilà, ou les délivrer. Et officiers de fait, ou bien autorité, voilà, il a plutôt parlé, excusez-moi, merci bien. Autorité de fait et autorité de droit. Mais c'est que c'est... Il y a ceux qui ont le pouvoir de droit. De fait, là, il s'agit bien des politiques. Vous savez que le défaut dans notre pays, celui qui est politique, il marche sur celui qui fait même son devoir régalien. Administratif. Il donne les instructions. Trafic d'influence, il a dit tantôt. Quand quelqu'un peut avoir le courage de il vient pour qu'on lui délivre un document. On lui présente la procédure et il dit non, c'est notre pouvoir, moi, il me le faut aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il fait? Je vais te prouver que, bon, moi, j'ai mes relations. Il appelle et il y a des injonctions. Il appelle les gens qui ont le pouvoir de droit. Voilà, on ne peut que finir par là. Bon. Et aussi, même certaines autorités de droit qui sont placées à ces postes de responsabilité, comment est-ce qu'ils viennent à être nommés? Si tu n'es pas issu d'une famille, d'une certaine famille biologique, certains, je ne dis pas que toutes les nominations, d'une famille politique bien déterminée, le parti au pouvoir et ses alliés, ça je l'ai toujours dit ici, que la politique du PCT, avec tous les temps qui sont passés aux affaires, ces gens doivent faire leur autocritique. Au mono, c'était bon, mais là, c'est nul. Et quand vous quittez par là aussi, il faut, parfois, pour être nommé à ces postes de responsabilité, là, il faut sortir de quelques obédiences. Alors, quand je suis cupide, moi, qui suis nommé, responsabilisé à la place, quand je suis cupide, je veux me faire les poches. Je fais quoi? Puisqu'il y a l'impunité, il y a la corruption. J'ai un Moro Bosso, comme on le dit. Hein, je pense que le doyen ne me démentira pas. On connaît. Vous et quand tu parles, on dit... Frère, le philosophe. Oui, on te dit, c'est toi qui vas arranger ce pays. Vous voyez? Entre-temps, ici, nous avons souvent reçu le docteur Ebara ici. Voilà. Vous avez ces audios et ces vidéos. Quand il parle quelque part d'État cartel, il a indexé le mode de nomination et les faiblesses du parti aux affaires. Vous voyez, dans son document, dans sa thèse, il y a de l'expertise qui se fait voir là. Mais est-ce que notre politique en la matière d'immigration, en matière sécuritaire, est à la hauteur des enjeux géopolitiques et économiques actuels? Le monde tout autour de nous est en train de changer. Hein? Il y a les équilibres géopolitiques en ce net moment. La Chine vers les États-Unis et la Russie, justement, qui a des problèmes avec l'Ukraine à cause de la proximité de l'OTAN sur ses frontières. Absolument. Donc,
Ces problèmes-là et ce qui se passe maintenant chez nos frères de l'AES qui ouvrent les yeux, qui commencent à exploiter, à investir, à penser d'abord à être patriote, pose problème. Donc il y a certaines économies en Europe qui sont en train de souffrir. Bon, Trump, dans tout cela, il faisait aussi le business. N'oubliez pas qu'il vient d'intervenir pour le problème de la RDC. Absolument, absolument. Pour amener la paix. Et donc, il est prêt à envoyer justement ses troupes là-bas pour faire respecter cette paix, parce que sinon, toute la sous-région va être déstabilisée. Les Congolais sont conscients de ces enjeux. Bon, mais les flux migratoires que déjà au niveau de l'Europe, de ces grands États, on n'arrive pas à maîtriser. Est-ce que nous, sociologiquement, nous savons les problèmes que ça va nous poser demain? Nous allons vers 2026, une année électorale et pas une élection majeure auquel nous devons prendre toutes les précautions pour que ça se passe dans les bonnes conditions, pour ne pas que ça puisse encore nous entraîner dans ce qu'on a. Oui, c'est des réflexions que nous sommes en train de lancer, même sur Hyundai. C'est vrai, tout est dit, tout semble avoir été dit autour de cette crise. Les États-Unis, bon, on dit c'est raison. Ce sont des États, il n'y a pas que nous, hein, ils sont clairs. Ce sont ces États qui n'ont pas la maîtrise de ce fichier-là. Et où tout le monde rentre, ressort. C'est tout. Bon. Mais les États-Unis, c'est un partenaire sur beaucoup de plans pour le Congo. Bien sûr. Quelles pourront être les conséquences si le Congo ne rentre pas en discussion? Parce que là, nous sommes déclarés persona non grata. Diplomatiquement, est-ce que le Congo va continuer à entretenir, les États-Unis vont continuer à entretenir des bons rapports avec nous? Économiquement surtout, quelles peuvent être les conséquences? Bon, d'abord, il faut rappeler que il y a plusieurs aménagements nous concernant dans ce décret. Voilà. Il y a plusieurs aménagements qui font que c'est pas tout le monde qui est interdit d'aller là-bas. Il y a plusieurs aménagements. Voilà, c'est ce que nous avons besoin pour l'éclairer. Il y a plusieurs portes comme ça. Voilà. Il y a un document qui circule sur Internet où un compatriote qui vit là-bas... oui, je l'ai avec moi ici. Voilà. Et il nous a expliqué clairement. Ouais. Il y a plusieurs aménagements. Mais ceci dit, je crois que... je reviens encore à ce que M. Mongala a dit, à savoir que c'est un malentendu. Le fait que notre gouvernement n'ait pas eu une réaction épidermique comme celui de nos voisins tchadiens est déjà une bonne chose. Parce que nous avons déjà dépassé le temps des déclarations tapageuses, mais non productives. Et je crois que cela fait qu'on préserve les intérêts de nos compatriotes qui sont là-bas, bien qu'ils sont ici, qui voudront bien aller là-bas. D'aucuns, j'ai pu lire, voulaient que le Congo également agisse en rompant les relations avec les États-Unis. Moi, je crois que ce serait la pire des choses. Oui. Vous voyez, un pays tel que le Vietnam, dans la crise douanière, en dépit du taux élevé, c'est-à-dire du chiffre élevé de l'imposition douanière, ils ont dit nous allons négocier. Voilà. Et il n'y a pas que, d'autres également. On va négocier. Regardez, la grande Europe, l'Union européenne également négocie. Donc, quelque part, il faut plutôt il faut savoir raison garder et agir de manière à ce que ne pas marcher sur les intérêts de nos compatriotes. Bon, ceci dit... Et les États-Unis paraît attendre de nous du sérieux dans ce domaine. Bien sûr, en échange, en retour. Voilà, comment faire? Comment? Moi, je n'ai pas compris. Oui, quand je lis un peu partout, on dit la condition posée à ces pays, c'est de mettre du sérieux dans la gestion de ce flux et dans la gestion de ces passeports visa machin. Oui, effectivement. Il faut souligner que l'un des paradoxes de notre pays, de la politique de notre pays, c'est que nous avons les frontières qui sont poreuses, alors qu'à l'intérieur, nous n'avons pas une police capable de répertorier ces gens-là. Oui. De dire que, bon voilà, il y a un tel qui est rentré aujourd'hui, qui vit dans telle maison, qu'on peut aller le chercher à tout moment.
Vous savez, ayant vécu en Union soviétique, j'ai pu dire que eux, ils ont, regarde, les Russes, et même disons que les Européens, ils ont comme habitude de se comparer à d'autres. Ouais. Hein? Donc il y a des pays étalons pour dire que comment font les autres. Voilà. Ben, moi, je crois que... Des modèles, quoi. Oui, non, pas modèle, mais oui, enfin... Oui, se mirer. Ils se mirent. Oui, se comparer ce qui est bon pour chez savoir les bon, autres. est-ce que nous Tout à fait. avançons, est-ce que Avançons, nous reculons. Nous reculons. Moi, souvent, dans mes discussions avec des amis, je dis que nous devons être humbles et dire que le Gabon qui est à côté, c'est notre pays étalon. C'est-à-dire que nous devons nous comparaître à eux. Ah non, il ne faut pas se gêner. Ça passe pas chez certains. Ah non, ils attention, doivent- mais parce qu'ils ne connaissent pas le Gabon. Revenir à la réalité. Parce qu'ils ne connaissent pas le Gabon. Voilà. Allez-y, ce qui se passe ici chez nous, ça se passe pas au Gabon. Hein? Allez-y, allez regarder là-bas ce qui se passe. Vous jouez au camp immédiatement, on vous coffre. Hein? Cette histoire de corruption. non, tout ça. je n'allais pas dire de corruption, mais des cartes d'identité, Oui, des cartes d'identité. comme vous disiez tout On à octroie l'heure, à tout le qui monde. se retrouvent au château, À Château, Ouais, à Château Rouge. Mais attendez, c'est le pire endroit quand même où on peut imaginer que les extraits d'acte de naissance des Congolais se retrouvent. C'est quand même curieux. Déjà signé, non rempli. Bien. Voilà, Alors, à donc, l'époque. c'est comme si on partait à Talangaï, tu vas voir un cousin, dis non, mais c'est pas la peine d'aller à la commune, tu prends là. Mais c'est ce qui se Donc, passe. j'ai dit le paradoxe, c'est celui-là. Que, d'une part, nous avons une très grosse affluence de nos cousins, enfin de nos frères ouest-africains, mais dans le même temps, la police n'est pas prête. Voilà. Hein, et il n'a pas de fichier, n'a pas quoi, pour dire que, bon, tu viens faire quoi, ainsi de suite. Si c'est pas que, c'est encore que certains de ces gens vont les prendre à l'aéroport. On connaît. Voilà. Ils les reçoivent. Nos hommes en tenue. Oui, ils vont les reçoivent pour attendre les à l'aéroport. faire Et puis rentrer. voilà. Les gros hôtes, les hôtes là, de Voilà. valeur. Oui, donc ces choses sont connues et donc nous devons maintenant les fustiger, faire que ça, il faut que ça cesse. Voilà. Parce que il y va de notre avenir, de l'avenir de notre pays et de l'avenir de nos enfants. Donc voilà pourquoi je dis comparons-nous aux autres. Regardons, est-ce que ça se fait bien, oui ou non? Mais c'est ça la compétition, en fait. Ah oui. Et en ce moment-là, on ne va pas prendre de Kinshasa parce que même si c'est un géant au pied d'argile. Là-bas, les gens n'ont pas de carte d'identité. Voilà, on peut avoir pas ce problème qui est moi, je crois que éternel. Vous savez, dans les années 70, nous avions quasiment la même population que le Gabon, plus ou moins. Ils avaient à peu près 300 000 de moins que nous, dans les années 70. Aujourd'hui, nous sommes, je ne sais pas combien, à 5 ou 6. 6 millions d'habitants. Bon, il faut se demander comment, combien ces gens, enfin, je ne mets pas en doute ces chiffres, mais quand même, par rapport au Gabon qui est encore à 2 millions 300 ou 2 millions 500, c'est quand même, mais comparons-nous, c'est-à-dire que, gardons raison, hein, et faisons les choses comme font les autres. Parce que le paradoxe que je souligne, il est vraiment aigu. Hein? On ne peut pas accepter que les frontières soient poreuses, mais à l'intérieur, les gens qui rentrent, bon, ils sont comme chez eux. C'est ce qui fait qu'il y a la pression sur la police. Mais tout se passe là. Est-ce que nous avons encore ces réflexes-là? C'est là le problème. Bon, la police, c'est pas ce qui manque chez nous. Non, c'est plutôt la vision. Voilà. Vous voyez, c'est la vision. Lui, il a parlé du mono. Le mono avait une vision. Voilà. Et une conscience nationale. Le mono, voilà, le Parti congolais du travail sur le mono avait une vision. Donc, depuis le retour, depuis la conférence nationale, on navigue à vue. Voilà, on navigue à vue. Bon, après, on a proclamé que, bon, voilà, l'État, comment ils disaient, l'État... L'État-providence. L'État-providence est fini, alors qu'il n'y a jamais eu État-providence au Congo. Voilà. Il n'y a jamais eu État-providence. Ah bon? Ah non, il n'y a jamais eu. Attention, l'État-providence, c'est une idée, c'est pas n'importe quoi. C'est un rêve, hein, c'est un idéal en fait. Oui, non. Marx en parle, si je me trompe pas. Non, attendez, l'État-providence tel qu'elle s'est développée en Scandinavie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas caricaturer comme ça. Voilà. C'est pas sérieux. Ça fait pas sérieux. Hein? Donc, moi, je crois que il faut que nous regardions nos choses en face. J'ai toujours dit cela. Regardons en face ce qui se passe et posons les vraies questions pour avoir les bonnes Poser réponses. les vraies questions, chers téléspectateurs, apporter des vraies réponses, c'est avoir le courage d'affronter notre réalité. Dommage qu'aujourd'hui, le conseil que nous faisons, le Congolais,
tourne le dos même à sa réalité. C'est là tout le problème. Combien de fois nous avons décrié la corruption dans ce pays? On peut calculer les années où le chef de l'État a appelé à la lutte contre la corruption. Pauvre de nous lorsque nous le disons. Mais c'est simplement aujourd'hui, on peut dire, regardez ce qui se passe aux États-Unis. Comment on peut embrasser certaines choses, un combat qui ne peut pas aboutir? Je pense que si depuis là, nous sommes donnés tous, gouvernement, partis politiques, opposition, majorité, centre, les institutions, ainsi de suite, à lutter contre la corruption, on n'arriverait pas là. Et c'est des réalités vécues, c'est les Congolais eux-mêmes qui les pratiquent. Tous Congolais savent que quand vous allez devant les parquets, vous avez des gens qui vendent les casiers judiciaires. On vous les vend. Vous n'entrez même pas. C'est à l'entrée. Est-ce que vous ne pensez pas que quand les Congolais vous diront ça ne se dit pas, mais il est pire, il est pire. À l'entrée, vous n'avez même pas présenté votre document. Papa, oui, j'ai besoin du casier, reste là. Mais il ne mesure pas l'importance d'un casier judiciaire. Mais ne peut avoir un casier judiciaire qu'un Congolais. C'est un acte. Un Congolais ne peut pas l'avoir en France. Déjà, si on le distribue, et vous cherchez un duplicateur, on vous dit, Kéné Namungali Chantel, il en a dans des valises. Ça, on sait. Mais la fonction publique, on subit aujourd'hui. Vous avez des gens qui se sont rajeunis de 20 ans. Ouais. Mais lorsqu'on le fait dans le périmètre congolais, on s'endurcit la tête, on se dit rien n'arrivera. Mais lorsqu'aujourd'hui le Congo subit de telles sentences au niveau des États-Unis, parce que le Congo ne rassure pas, est-ce que ceux-là qui les pratiquent, hormis l'État, est-ce que ceux-là se rendent compte que c'est eux? Ceux qui nous suivent, il y a ceux qui ont vendu des livrets, il y a ceux qui ont vendu les actes de naissance. Mais il faut qu'ils les réalisent. Les mêmes, vous verrez sur les réseaux sociaux, bombardés, faisant semblant. Mais c'était mal. Excusez-moi. C'est l'occasion d'interpeller encore la HALC. Nous le disons, nous ne cesserons pas de le dire. Le président a doté le pays des institutions qui devaient faire le travail. Si la HALC était effective, malgré qu'il crie aux journalistes, ceci ne devait pas arriver. Jusqu'à aujourd'hui, on vend tout. On vend tout. C'est là tout le problème. Alors, quel est le rôle qui serait le nôtre, au-delà de celui-ci? Donc, c'est une réflexion que nous avons portée sur la question. En tout cas, l'attente, c'est de voir ces discussions pour qu'on appelle ce climat, qu'on revienne en bon terme. Ce sera le mérite de notre gouvernement. Alors, M. Akira, nous allons jeter un signal que nous reste juste quelques minutes. Alors, votre dernier mot pour la circonstance par rapport à cet échange. Donc, je disais tout à l'heure que ce qui fausse le jeu ici chez nous, c'est la prépondérance des pouvoirs de fait. Il faut que, quand vous parlez de corruption, ça veut dire que les pouvoirs de fait sont très forts par rapport au pouvoir de droit. Absolument. Parce que le président aura beau parler, tout à l'heure j'ai dit qu'il avait tapé du poing sur la table. Mais s'il tape du poing sur la table, que quelque part, il y a des gens qui pensent que ils ont aussi un pouvoir peut-être pas égal au sien, mais qui peuvent le diminuer de mille façons, ça annule tout. Vous comprenez? Donc moi je crois que là-dessus, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une nouvelle vision pour le pays. Voilà, il faut une nouvelle vision. Quand vous parlez de P. Barra, il a fait un beau travail. En fait, depuis, on est ensemble, depuis nous avons découpé l'État congolais en État butin de 60 à 63, État révolutionnaire de 63 à 90 et l'État milice de 92 à 97. Oui. Et maintenant, l'analyse actuelle dit que bon, nous sommes dans l'État cartel. L'État cartel. Bien. Il faut maintenant que les gens... Ah oui, c'est un travail que nous avons produit. Il faut maintenant que les gens lisent c'est quoi ces analyses-là, en quoi ils peuvent créer une nouvelle dynamique en s'arc-boutant en disant que bon, corrigeons. Parce que ce travail est fait pour qu'on corrige. C'est pas pour qu'on insulte, non. Pour qu'on corrige, pour que plus jamais cela ne se produise. Voilà. Quand bien même ceux qui se calent dans les fauteuils, ils disent que bon, voilà, ce monsieur-là, il est anti-ceci, anti-cela. Non, on ne fait pas ce type de travail pour faire du mal aux gens.
pour faire du mal au pays, tout comme notre discours ce soir. C'est pour soigner le pays. Voilà, c'est pour faire que le pays avance, qu'il ne soit plus la risée des autres comme maintenant. Voilà. Monsieur Kenakale, en 1 minute. Oui, bon, mais je pense que aux affaires étrangères au pied à l'intérieur, il faudrait essayer un peu de mettre de l'ordre. Ces 2 ministères-là sont régaliens et puis donc sont régaliens. Et donc, on doit mettre de l'ordre dessus. Donc, il ne sera plus jamais permis à ce qu'on fasse des nominations ou bien qu'on y affecte des gens qui ne vont pas parce qu'ils ont été formés pour ça ou appris, ou bien que ce soit des lobbies qui, comment est-ce qu'on peut dire, qui prennent le monopole de ces ministères. Parce que dans certains ministères-là, il n'y a que ceux qui sortent de tel ou tel coin, ou par exemple qui sont issus d'eux, ou qui ont des relations avec X, qui doivent y travailler. Vous voyez, ces régaliens, on doit former des cadres préparés au flux migratoire, les sorties comme les entrées, à la diplomatie, des professionnels de la diplomatie qui connaissent la géopolitique, pas ce que nous sommes en train de décrire à l'ENAM là. Merci beaucoup. Voilà qui a été de notre échange. En tout cas pour Marc Bazar, il faut dire juste aux Congolais qui nous suivent, c'est tout ce que nous avons reçu le coup. Mais à quelque chose, on dit parfois malheur est bon. À quelque chose, il faut poser le pourquoi des choses. Et il faut se dire comment éviter cela prochainement. Ça demande simplement, j'ai écouté le mot ici, une certaine notion d'humilité. Parce que c'est l'humilité qui change. L'humilité emmène à la prise de conscience. Les hommes sont appelés à prendre conscience de leurs actes et à changer. Mais lorsque les hommes n'arrivent plus à prendre conscience de leurs actes, alors la société est vouée à la disparition. C'est la crainte de tout être humain, tout Congolais. Je pense que ce que nous venons de déballer se vérifie jusqu'à aujourd'hui. Donc à ceux-là qui vendent l'identité congolaise, de se dire aujourd'hui, je suis comptable. Maintenant, quitte aux organes de lutte contre la corruption, parce que ça part de la corruption. Donc là, la corruption atteint le paroxysme. Lorsqu'on vend la nationalité congolaise à qui nous voudrons. Mais nous ne le maîtrisons pas. Nous ne le maîtrisons pas. Il peut poser des actes comme il veut ailleurs. Ça retombe sur le pays, parfois pour la cupidité d'un individu. Prenons donc conscience. Au revoir, je vous vois la prochaine fois. Merci.